En 2022, je suis tombée un peu par hasard sur un compte Instagram qui s'appelait Aude et les chats. Il y avait quelque chose dans cet univers qui m'a immédiatement touchée. La campagne, les fleurs, les chats, la douceur du quotidien dans un beau jardin. Et puis de très beaux dessins. Et une voix un peu éraillée qui chantait, celle de Aude, la maman de Capucine. Alors j'ai eu envie d'en savoir plus derrière cette histoire familiale, et avec mon culot habituel, j'ai contacté Capucine qui a gentiment accepté de m'en parler et surtout de me permettre de capter la voix et les chants de sa maman qui chantait tout le temps. Elle m'a alors raconté son enfance et surtout son accompagnement auprès d'Aude atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous avez été très nombreux à écouter cet épisode. Souvenez-vous de cette petite voix. Des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Malheureusement, quelques mois plus tard, Aude est partie au pays des fleurs. Et puis un jour, en 2023, Capucine m'a rappelé. On s'est rencontrés à Paris, coup de foudre, complicité immédiate. Je crois qu'elle avait vraiment aimé ce que j'avais transposé avec les chants de Aude et de son témoignage. Elle m'a dit qu'elle voulait continuer l'interview, me parler de l'après, de ce que devient une maison quand une voix s'éteint, de ce silence étrange qui arrive dans une maison où quelqu'un chantait tout le temps, de ce que deviennent les gestes, les habitudes, les souvenirs. Et puis, aussi ce qu'il reste d'une mère dans les silences et parfois même dans nos propres gestes. Et cette question que beaucoup de personnes endeuillées connaissent sans toujours oser la dire. Que reste-t-il d'une voix quand la personne n'est plus là ? Alors aujourd'hui, nous reprenons le fil de cette histoire en 2 parties, une cette semaine et la suivante la semaine prochaine. Surtout, reste bien à l'écoute car il y a une jolie surprise à la fin. Alors pourquoi je n'ai pas publié depuis 2023 ? Eh bien parce qu'à l'époque, Sweet Papy était toujours là. Et quand j'ai réécouté cet épisode, je me suis dit non, je le publierai le jour où Sweet Papy ne sera plus là pour être sur la même longueur d'onde que Capucine. Bonne écoute. Bienvenue dans la saison 5 de Sweet Papy Podcast. Et si je te disais que dans l'accompagnement de fin de vie de nos proches, il existe parfois des instants comme suspendus où tu découvres une force en toi que tu ne soupçonnais pas. Alors avant que mes souvenirs ne s'effacent, j'espère devenir ton miroir, celui qui éclaire tes choix, tes fragilités, ta façon d'aimer, que tu sois aidant ou professionnel du soin. Alors abonne-toi pour ne rien manquer de ces instants de passage. Mais c'est vrai que le fait de dessiner, de faire ces images, ça m'a vraiment aidée dans cette période. Parce que ça m'a permis de prendre un petit peu distance avec les événements, à essayer à chaque fois de tourner les choses de manière un petit peu rigolote, ou au moins un peu jolie, ou un peu poétique, et de partager. Et ça a été un soutien. Et en plus, comme c'est mon métier, je dessine tout le temps, depuis que je suis quasi née, ça m'a permis de pas arrêter, et c'est devenu un support. Il y a toujours eu des fleurs, ça c'est vrai. Je pense que ça fait partie de notre culture familiale, enfin nous les femmes en tout cas. Donc on se retrouve là toutes les deux, à ta demande, parce que j'aurais franchement pas forcément, je prenais tes nouvelles régulièrement, Oui. mais franchement j'aurais pas pensé que tu aurais envie d'enregistrer à nouveau. Et surtout, je suis tellement ravie que tu reviennes vers moi, justement pour me raconter l'après, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux me raconter ? Bien écoute, je suis à un âge où autour de moi, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui sont en train de perdre leurs parents ou qui ont perdu leurs parents. Et justement, il y a 2 jours, j'appelais ma comptable que je n'avais pas eu au téléphone depuis 2 ans. Elle me disait, je lui demandais comment va ta maman. Elle me dit, elle est décédée il y a 2 ans. Et je me demande quand est-ce que le deuil va se finir, parce que elle était en train de faire des gâteaux. Elle pensait à sa mère qui lui avait montré comment faire les gâteaux ou comment sa mère faisait les gâteaux, etc. Et c'est vrai que il y a ce phénomène, en fait, où la pensée, enfin, depuis le décès de ma mère, mes 2 parents, mais surtout ma mère, tout ce que je fais, je pense à ma mère. Parce que avant, j'avais ces pensées-là, mais c'était fugace. C'est-à-dire je pensais à ça, et très rapidement, il y avait la suite de mes pensées. Mais maintenant, hop, mon cerveau s'arrête en disant, ah oui, ça vient de ta mère, ça vient de tes parents, mais ils sont morts. Et c'est très étonnant pour le cerveau parce qu'avant, c'était fluide. En fait, c'est comme si j'avais le temps de penser à plein de choses.
Et maintenant, le fait que la pensée s'arrête en permanence sur le fait que ces pensées, je les ai parce que mes parents m'ont inculqué ça ou parce que ça faisait partie de leur vie ou de notre relation, c'est assez fatigant parce que on n'est plus libre pour penser comme on veut. Ça veut dire que c'est toujours autour de toi et Oui. que ça, aujourd'hui, tu aimerais bien que ce petit nuage s'éloigne un petit peu Mais je sais finalement. pas si j'aimerais bien parce que ça peut être une douleur, mais en même temps, c'est un plaisir aussi. Parce que ça veut dire que je suis toujours en relation quelque part. C'est toujours Mais ils sont là, personnes tu sais qu'ils sont qui là de comptent toute pour façon. moi. Donc, mais je sais qu'au tout début, je sais pas, je rentrais chez moi dans mon appart, je regardais tout de suite instantanément mon téléphone ou même dans la rue pour voir si ma mère m'avait pas appelé ou s'il y avait pas des nouvelles de ma mère, s'il y avait pas un problème à la maison, etc. Tout le temps, en permanence. C'était la folie. Et puis bien sûr, petit à petit, on s'habitue à autre chose, un grand vide mais qui est rempli par autre chose. C'était quoi ce rempli par autre chose? Il y a une dame qui disait sa mère, ça faisait 10 ans qu'elle était morte. Elle y pensait tout le temps. Donc je pense que ça dépend aussi des relations qu'on a eues avec ses parents, ça dépend de sa sensibilité, ça dépend si on est occupé par autre chose, par ses propres enfants, par le travail. Moi je sais qu'au tout début, il y a eu comme une sorte de soulagement, parce que ça a été quand même des moments assez difficiles, et puis on sait que ça va arriver à la mort, quelque part on l'attend, on la craint, mais quand ça arrive, voilà. Et après, j'ai eu une grande fatigue, c'est comme un burn-out. C'est comme s'il y avait une partie de moi qui était décédée. Une partie de moi qui est partie, qui n'existera plus jamais. Et il faut un peu se réinventer. On nous dit qu'on devient les parents de ses parents à un certain moment. Mais quand les parents meurent, on n'est plus leurs parents. Moi-même, n'ayant pas d'enfant, je ne suis donc ni parent, ni enfant. C'est-à-dire que je n'ai plus de famille. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de racines, il n'y a rien après. Même si c'est vraiment un choix de ma part de ne pas avoir d'enfant. Et il y a une sorte de vertige. C'est inimaginable presque. On se dit, mais de plus jamais voir la personne. Et je sais que j'avais besoin, encore, mais moins, mais j'avais besoin de dire maman. Alors maman, tu m'appelles plus. Enfin maman, tu pourrais me téléphoner alors que j'en pouvais plus qu'elle m'appelle autant. Mais je me laisse aller, quoi. Si j'ai besoin de dire ce mot-là, maman, je le dis pour pas que ça bloque trop, mon émotion. Parce que c'est dingue de se dire qu'on pourra plus le dire à quelqu'un, même si je pense qu'elle ne l'entend pas. Hein, mais moi, je peux avoir ce besoin. Et qu'est-ce que tu avais envie de dire par rapport à toutes les difficultés que tu as pu avoir éventuellement tout de suite après, c'est-à-dire le pratico-pratique qu'il a fallu gérer après? Est-ce que ça, c'était une partie encore plus difficile? Ça rajoutait une couche dans la difficulté? Oui, je pense que pour moi, c'était une partie encore plus difficile. Parce qu'avant, j'avais, aussi bien pour mon père que ma mère, j'ai eu une relation intime avec eux, puisqu'ils étaient faibles, ils devenaient de plus en plus faibles. Jusqu'à la mort, c'était très intime, en fait. Ça a été quelque chose il y a eu une fusion. Et alors qu'après, on se retrouve dans des problèmes administratifs, des problèmes d'héritage avec la famille, etc. Et là, on se retrouve avec des personnes qui n'ont à un autre niveau. Ça n'aurait plus rien à voir. Et quelque part, j'ai pas pu vraiment faire mon deuil, moi, juste après. Il a fallu attendre un peu que tout le reste soit un peu résolu pour revenir à quelque chose de sensible. Tu te sentais un peu à l'écart? Parce que j'entends aussi des autres aidantes, une fois que c'est terminé, c'est de dire, je m'en suis beaucoup occupée, ma sœur ou mon frère beaucoup moins. Et d'un seul coup, quand on s'est retrouvé à devoir ranger les affaires, etc., et à tout régler derrière, il y avait effectivement tout le monde, mais je me sentais tellement à l'écart parce que j'avais été dans cette bulle avec elle ou avec lui pendant longtemps. C'est vrai qu'après, on passe à quelque chose de matériel, au problème matériel. Et les personnes qui sont autour de nous ne pensent beaucoup au matériel. Alors peut-être pas que au matériel, mais peut-être parce que j'ai des frères qui ont sûrement peut-être plus de mal à s'exprimer sur le sensible que moi, ou que les femmes, peut-être, en général. En fait, je me suis retrouvée face à comme une sorte de mur où je dois faire abstraction de toute mon émotion, de tout ce que j'ai fait, c'est bête à dire, mais comme une sorte de bataille pour des choses matérielles. Peut-être qu'en effet, pour mes autres frères, et c'était pas que matériel, c'était sûrement lié à l'affectif. Moi, je pense que c'est des périodes qui peuvent être très, très dures. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu te dis, mais c'est des choses qu'on n'a pas forcément anticipées non plus, c'est-à-dire d'en parler avant, ou tu as l'impression que vous aviez suffisamment avancé, mais que de toute façon, quoi que tu fasses, tu es dedans après, quoi? Oui, on en avait parlé avant. C'est pas ça le problème. Je pense que les gens réagissent différemment.
Il y a des personnes qui ont besoin de mettre une grosse carapace et elle sera d'autant plus épaisse qu'ils sont touchés par l'événement. Je pense que ça bouleverse tout le monde. Et donc, tout le monde se retrouve dans des extrêmes de sensibilité ou d'agressivité, enfin chacun selon son caractère. Tu as retrouvé la maison après, le jardin? Oui, tout. donc j'ai hérité de la maison et jardin, pas parce que je la voulais vraiment, mais parce que autrement il aurait fallu la vendre tout de suite et tout jeter, faire venir une benne et tout jeter. Et comme je me sentais pas de le faire, parce que moi je suis la 4e génération et c'est vrai que c'est plus une histoire de femmes dans les maisons, c'était plus des objets féminins, du linge, les tissus, des tableaux, les vêtements des bébés, tout ça, ou bien les objets qui permettaient de s'occuper déjà des personnes âgées, c'est-à-dire des grands-parents, etc. J'avais besoin de garder cette maison à un moment pour faire le deuil tranquillement. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure des choses, mais en tout cas, je me sentais pas capable en plus, dans les maisons comme ça, familiales, souvent les parents ou les grands-parents ou arrière-grands-parents, ils ont laissé ce qu'ils avaient l'impression qui était le plus précieux de leur vie. Parce que le reste a été petit à petit jeté, voilà, pour mettre les nouvelles choses, surtout quand il y a eu des enfants, enfin voilà, il faut de la place. Donc c'était très touchant. Enfin, cette période, j'ai pas encore fini, hein. De m'occuper de faire le tri dans la maison, d'être dans cette maison, c'est aussi tout un voyage. Et pour moi, c'est rempli d'amour en fait. Quand je suis là-bas, c'est rempli d'amour, c'est rempli de l'amour des personnes qui étaient avant moi. La chambre de mes parents, par exemple, c'est là où j'ai été conçue, c'est là où je suis née, puisque ma mère a accouché à la maison de moi-même et de mes 2 frères. Et c'est là où mes grands-parents sont morts. Moi, j'ai vu tout ça. Et donc, cette maison, elle est encore pleine d'amour et de problèmes aussi, parce que tout le monde a eu ses épreuves. Et voilà, c'est riche. C'est pas un lieu neutre. Pour moi, de toute manière, les objets ne sont pas neutres. Enfin, je sais bien qu'on dit souvent, il faut pas s'attacher aux objets, etc. Je peux comprendre, c'est pas le principal. Mais les objets ne sont pas neutres. C'est des espèces de condensés d'histoire. Il y a les meubles faits par mon arrière-grand-père. Enfin, il y a toute l'histoire familiale aux États-Unis, on habite à Paris, on va dans le Nord, on revient, etc. Et c'est fabuleux. Pour moi, les objets, quand je les retrouve comme ça, quand je vais chez Sweet Papy ou ailleurs, parce que j'ai la chance de pouvoir aller aussi, moi, dans la maison de mes grands-parents, une de mes cousines a racheté. C'est étonnant parce qu'elle a racheté, mais elle a tout cassé à l'intérieur pour refaire avec son style, parce que c'est une artiste, elle fait beaucoup de choses et c'est beaucoup de mosaïques, entre autres des très belles mosaïques. Et donc, elle est en train de refaire tout l'intérieur à son image à elle et non plus à l'image que j'en avais gardée très vieillotte de la maison d'époque. Dernièrement, j'ai récupéré les lettres de ma grand-mère et de mon grand-père que j'avais trouvées chez Sweet Papy dans sa maison à lui, qui est une maison récente qu'il avait achetée il y a 35 ans. Et j'en ai parlé à mes cousines pour savoir si je pouvais garder et en parler. Elles m'ont dit qu'elles avaient plein de lettres aussi, qu'elles avaient gardées malgré les travaux, elles avaient mis de côté plein de lettres. Et donc, elles m'ont laissé un sac complet que j'ai continué à trier. Et là, j'ai eu le bonheur de tomber sur... En fait, les lettres que j'avais, moi, c'était 44 lettres qui étaient écrites par ma grand-mère à mon grand-père pendant la Première Guerre mondiale, qui sont des lettres de fiancés, en fait, puisqu'ils vont se marier 6 mois après la fin de la date. Dans les lettres que j'ai retrouvées, donc que m'ont confiées mes cousines, j'ai retrouvé la lettre de demande en mariage des arrière-grands-parents, et la réponse de la mère de Léontine, donc de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, pour accepter de donner sa main à Marius. Et au milieu de ça, il y avait plein de photos de début 1900, à la plage, partout où ils étaient, à Lorient, un peu plus haut, etc. Et là, je me suis dit, mais ces objets-là, ils respirent. Donc ce que tu dis, c'est ça, c'est ces objets-là, ils respirent. C'est de la connaissance, et puis c'est du cœur, quoi. On sent, comme tu dis, la vie de ces gens, C'est important de se me dire, mais ok, ils nous ont gardé, effectivement, ce que tu disais, voilà. Ils nous ont gardé tout ça, qui est des sortes de petits points, de petits pas qu'ils ont pu faire, qui leur semblaient, eux, importants. Et moi, je suis comme toi, j'ai pas d'enfant. Et je me dis, mais après, ça va devenir quoi? Et là, c'est un peu mon angoisse, quelque part. Je comprends. Moi, je sais que dans la chambre de mes parents, dans une table de nuit, il y avait les lettres d'amour de mes parents. Mon père écrivait des poèmes à ma mère. Et donc, je les ai lus en cachette. Et je les ai toujours remises à leur place. Et comme ma mère est décédée, j'ai voulu les récupérer parce que je pense que c'était moi qui pouvais être le plus sensible à ce genre de choses.
Mais en fait, elles avaient disparu. Donc, je sais pas qui les a pris. Je sais pas si c'est quelqu'un de la famille, si c'est une femme de ménage ou quelqu'un, mais ça me fait quelque chose. C'était tellement intime quand même que je me dis, mais qui peut se permettre de prendre des documents aussi uniques, intimes de quelqu'un? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais me parler dans cet après? Oui, en fait, il y a aussi quelque chose qui s'est passé tout de suite après le décès de mes parents. C'est que maintenant, j'ai un amour mais total et infini pour mes parents. Mais c'est incroyable. C'est comme si tout ce qui m'avait fait du mal, tout leur travers, tout ce qui a pu me blesser ou tout ce qui m'agaçait, mais même pas. Maintenant, c'est ce qui fait, c'est exactement les mêmes choses qui fait que je les aime, mais totalement. Parce que tout est accepté, en fait, c'est une sorte de pardon total de tout. C'est un amour total. Et je trouve que quelque part, c'est une grande chance. Parce que je suis pas sûre que, peut-être, enfin, je sais pas, mais je suis pas sûre que tout le monde ait ce sentiment de ses parents. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé dingue. Parce que, voilà, c'est des pensées, ces sentiments qui vous arrivent comme ça se maîtrise pas, enfin, pour moi. Et je me disais, mais c'est incroyable parce que avant, je reprochais cette chose. Et maintenant, ben, je revois leur vie, notre vie ensemble, leur vie. Et en fait, je comprends. Je me dis, mais quel amour j'ai eu, quelle attention j'ai eu. Et en effet, ben voilà, on sait ce que c'est une vie d'adulte, on s'imagine ce que c'est d'avoir des enfants. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. En tout cas, bravo. T'as plus d'indulgence? Gratitude, voilà. Gratitude, indulgence aussi par rapport à certaines actions qu'ils ont pu mener? Absolument. Et je sais que quand je m'occupais d'eux, il y avait ce sentiment que je m'occupais de mon père, puis de ma mère. Et je me disais, oh là là, si j'avais pu m'occuper de ma grand-mère qui était dans cette maison avant, si j'avais pu m'en occuper, parce que voilà, elle a eu ses épreuves aussi. Oh, puis mon arrière-grand-mère aussi, quand je vois la vie qu'ils ont eue. Et en fait, c'est comme si je me sentais très forte et stable à côté d'eux et que j'aurais voulu les protéger et les aimer. Mais bon, sûr, c'est pas possible. J'étais une enfant et même avant, je n'existais même pas. Donc, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu ce sentiment aussi que l'histoire et mes parents, à partir du moment où je m'en suis occupée jusqu'au bout, c'est comme si j'avais clos l'histoire, mais d'une manière parfaite, quoi. Ça y est, c'est fini. Mais c'est bien fini. C'est pas resté en suspens, ça n'a pas été, voilà. Je me suis débrouillée, moi, pour que même les choses qui allaient pas, eh bien, voilà, je tourne les choses pour que tout finisse bien. Par exemple, je sais que mon père, il y a eu des moments que je trouve fabuleux. C'est quand il était allongé sur son lit médicalisé à la maison. Il était de plus en plus faible. Et je faisais un baiser sur le front et je mettais ma joue contre sa bouche pour qu'il fasse un petit smack, qu'il fasse un petit baiser sur la joue. Et plus ça allait au fil des jours, plus je faisais le baiser sur le front, mais moins il pouvait embrasser parce qu'il était de plus en plus faible. Mais ces moments, je trouve ça formidable. Parce qu'en fait, on s'embrassait pas tellement, il n'y a pas de contact, enfin, si, un peu, mais bon, après, je suis partie à Paris, j'ai fait ma vie, enfin, voilà, on était. Et quand mon père est mort, je sais, j'ai vu, il était mort, voilà, je dis, oh, ah, papa est mort, blablabla. On pleurait. Eh bien, je l'ai embrassé sur le front, j'ai mis ma joue, bien sûr, il n'a pas répondu, mais c'est des moments que je trouve extraordinaires. Et peut-être qu'en effet, comme toi, quand on n'a pas eu d'enfant, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié à l'histoire de la vie, de la mort, où on vit pas le fait de mettre au monde, d'avoir cette connaissance de ce qu'est la mort de quelqu'un, je trouve que c'est formidable, c'est une vraie connaissance. C'est-à-dire que c'est pas rien, on est changé par ça. Je me suis toujours demandé quelle était la raison pour laquelle j'avais envie autant de m'occuper de Sweet Papy. Oui. Maintenant. Alors que des fois, quand il m'énerve, je me dis, mais est-ce qu'il a été un bon père? Est-ce qu'elle a été une belle mère? Est-ce que quand vraiment c'est un peu difficile? Et puis, en même temps, je ressens tellement d'amour pour lui qu'à chaque fois que je vais le voir, j'en profite comme si c'était déjà le dernier jour. Ça, c'est évident. Et je comprends que tu veuilles boucler la boucle, en fait. Mais bien. C'est ça. Depuis le décès de ma mère, même jusqu'à maintenant, donc ça fait quand même 2 ans, j'ai parfois une pensée comme ça fulgurante qui m'arrive en me disant mais à quoi bon vivre? Enfin, c'est une espèce de douleur incroyable, mais je sais qu'en 1 seconde c'est parti. Donc voilà, c'est pas un truc qui dure longtemps, mais une sorte de vertige où je me dis mais comment, enfin voilà, c'est comme si je perdais pied, mais voilà, ça dure pas longtemps, hein. Ma mère était assez positive, donc je sais que ça sert à rien que moi-même je rentre dans le truc. Et puis voilà, ils étaient âgés, donc on sait que c'est pas comme quand on perd un enfant ou quand on perd quelqu'un de différent. Je sais qu'ils avaient été au bout de leur vie, même si
On se dit toujours, si on avait fait ça, il doit pu vivre un petit peu plus, je sais pas, mais... Et pourtant, c'est si difficile quand on est en plein dedans. Oui. Quand ils sont encore là à la fin et qu'on doit s'occuper d'eux. C'est si difficile. Et moi, j'entends les aidantes aujourd'hui, qui sont avec leur mari, par exemple, dire qu'elles ont presque hâte de retrouver leur liberté. Moi, j'ai eu ça. Parce qu'elles sont esclaves de leur mari, elles sont esclaves de la maladie de leur mari, qu'elles peuvent plus rien faire, etc. Je n'entends que ça. J'en ai vu une il y a pas longtemps, justement, qui m'a dit qu'elle travaillait, elle commençait à travailler sur l'après, justement. Et comment fait-elle pour travailler sur l'après ? Elle n'a pas trouvé pour l'instant. Elle se renseigne, elle essaye de regarder des visios sur ça. Elle aimerait bien anticiper, en fait, cet après. Quand je te parlais de ces idées-là, comme ça, fulgurantes, et quoi bon vite, je sens mon cœur, mais c'est vraiment au niveau du cœur. Le cœur qui sent mal, c'est physique. Si cet épisode t'a touché, inspiré ou donné des pistes pour mieux appréhender les imprévus de la vie, je t'invite à aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner à Sweet Papy Podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes, remplis bien évidemment de bienveillance et d'histoires inspirantes. Et puis partage, s'il te plaît, cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en tirer des enseignements précieux. Et surtout, si tu souhaites discuter de ton propre parcours d'aidant, échanger ou découvrir des ressources pour t'accompagner, n'hésite pas à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans le descriptif de l'épisode. Sache que ton histoire, ton expérience et tes questions méritent d'être entendues. À très bientôt et prends soin de toi.